5 avril 1989. Conversation avec Sujata. Le phare, la tempête imminente. Satprem fait appel à X. Nous sommes le matin du 5 avril. Sujata. Satprem, oui. Sujata. Cette nuit, j'ai vu, mais c'est resté très confus. Je ne sais pas si cela a un sens. Un endroit où il y avait une sorte de bâtiment et tout autour, comme un courtyard, une cour, mais avec des arbres, ou une lawn, pelouse, ou un pavillon au centre, je ne sais pas. Oui. Là où j'ai pris conscience, nous étions ensemble sur la pelouse. Il y avait pas mal de monde, et vous me disiez, il faut que tu présentes X à quelqu'un que j'ai oublié, quelqu'un d'important, évidemment. Je me trouvais à votre gauche, et j'ai aperçu à votre droite Z, et de l'autre côté X. Et Z avait une sorte de straw hat, chapeau de paille, je crois, riant. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue avec un chapeau, mais elle avait ce chapeau. Et, avant même que j'y aille, Z s'est avancée et elle s'est présentée elle-même. X l'a suivie, et puis j'y suis allée, et nous avons parlé un peu. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait d'autres personnes aussi. Nous nous sommes retrouvés en haut. Il y avait une sorte de pavillon. Maintenant que j'y repense, ça me donne l'impression d'un lighthouse, vous savez, un phare, oui, un phare, et tout autour une sorte de véranda, oui, et c'était en vitre, oui. Sur le moment, je n'ai rien pensé, je faisais, et vous avertissiez qu'il fallait tout de suite fermer les fenêtres parce qu'une grande storm, tempête, allait arriver sans tarder. Alors il fallait que tout soit bien étanche avant. Et vous m'avez encore dit d'appeler X pour aider parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui aidaient. C'est ça mon souvenir. Et dès que vous m'avez dit cela, j'ai commencé à essayer de fermer les fenêtres, mais il y avait une quantité de fenêtres. Oui, bien sûr. Alors, je me souviens que je suis sortie pour appeler X. Je ne sais pas pourquoi X. Eh bien, cela peut vouloir dire... D'abord, X, c'est un homme qui a une conscience matérielle très pratique et active, et puis cela se passait en Occident, semble-t-il, non? Puisqu'il y avait X et Z. Il y avait toutes sortes de gens, mais je n'ai rien retenu de ces gens. Et il y avait des gens qui se trouvaient là aussi dedans, mais personne ne venait aider. Et pourtant, de la façon dont vous aviez parlé, c'était très imminent, et il fallait agir tout de suite. Oui, bien sûr, les gens qui sont là ne se rendent compte de rien. Alors voilà, c'est tout le souvenir que j'ai gardé. C'est probablement quelque chose qui doit venir sur l'Occident. Ça doit être quelque chose qui concerne l'Occident. Silence. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Tu as dû voir quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Satprem riant. Eh bien, il y a une tempête qui s'approche. Mais oui, et d'après la façon dont vous parliez, ça devait être une sacrée tempête. Alors on verra. Oui. Pause. Un seul détail, c'est que X était habillé tout en bleu marine. Oui. Un peu comme, pas aussi foncé peut-être, mais suffisamment foncé. C'est ce qu'on appelle bleu marine, non? Il était habillé comme ça. Ceux qui travaillent pour le changement et le nouveau monde sont toujours en bleu. Oh oh! Ce bleu-là,
Il peut y avoir des nuances, mais c'est la couleur de l'action de Sri Aurobindo et de Mère. Oh, c'est comme ça que je le comprends. Oh, ça, c'est intéressant. Je te le dis spontanément parce que je ne l'ai jamais matérialisé, mais c'est comme ça que je le comprends, parce que cette lumière, L majuscule, avec des intensités diverses, je l'ai toujours vue avec Sri Aurobindo et Mère, n'est-ce pas? Et chaque fois que j'ai eu des visions d'une action de Sri Aurobindo ou de Mère dans la matière, j'ai vu des hommes habillés en bleu comme des marins. Oui, c'est ce que ça me rappelait, comme des matelots. Comme des matelots. Z, par contre, c'était un imprimé. Sur fond blanc, c'était plein de sprigs. Vous savez, sprigs? Des petits bouquets de fleurs. Pas bleu, non? Non, non. Oui, Z, elle est dans son monde. C'était vert brun, vous savez? Oui, ça c'est tout à fait Z. Peut-être un peu comme la nature, quoi. Oui, c'est ça, elle est dans un monde de la beauté, de la nature, la poésie de la forêt. Sujata rit. Un monde qui n'est pas... Oui, qui est en dehors de notre monde, quoi. Satprem rit. En tout cas, ce n'est pas un monde d'action. Ah non, non. Et qu'est-ce que le chapeau indiquait? Satprem riant. Oh, rien. Ce sont des fantaisies de Z. Rire. Elle est charmante. Elle l'était d'ailleurs, et très spontanée, vous savez. Oui, mais elle vit dans un monde qui n'a rien à voir avec les changements, le travail, l'action. Elle est dans son monde de beauté, B majuscule, naturelle. Oui, et pleine de vivacité. Oui, charmante et poétique. Oui, très charmante. Voilà, c'était le détail que je voulais ajouter. Eh bien oui, il était en bleu, c'est ça. J'avais vu ce paquebot-là qui était plein comme de soldats ou de matelots habillés en bleu sous la direction de Sri Aurobindo qui était dans une cabine et ce paquebot débarquait. Débarquait, je veux dire, naviguait dans les rues, dans de grandes rues. Eh bien, c'était plein de matelots habillés en bleu. Et leur arme, je me souviens, c'était un petit mouchoir bleu. Ils avaient une pochette avec un petit mouchoir bleu, tous. Et c'était leur arme. Et ils n'avaient pas d'autre arme que ce petit mouchoir bleu. C'était charmant d'ailleurs. Mais oui, oui. Il n'y a pas besoin de mitraillette, tu sais, du tout. J'avais vu ce grand paquebot de guerre. Ce n'était pas un paquebot, c'était comme un croiseur, comme un bateau de guerre. Sri Aurobindo était en haut, comme l'amiral à bord. Et tout d'un coup, j'étais si suffoquée de voir ce croiseur ou ce paquebot qui se mettait à naviguer, à toute allure d'ailleurs, dans les rues d'une grande ville, comme s'il débarquait. Et dedans, il y avait plein de matelots qui étaient bien alignés en rang, n'est-ce pas? Et je te dis, pour toute arme, ils avaient un petit mouchoir bleu, là, sur la poitrine. C'était leur arme. Et il y avait quelques êtres, pas nombreux, peut-être 3, 4, 5, qui étaient vêtus de blanc et qui, eux, se promenaient librement au milieu des matelots. 3, 4, 5 êtres vêtus de blanc qui, eux, semblaient je ne sais pas quoi. Ils n'avaient pas l'air d'officiers parce que ce n'était pas un monde où il y a des officiers. Enfin, les choses se font par le pouvoir de la conscience. Il y avait 4 ou 5 êtres en blanc, je ne sais pas qui, et puis Sri Aurobindo en haut, dans un silence absolu, qui était comme l'amiral à bord. Eh bien, il y avait tous ces matelots en bleu, riant. Et X était certainement un bon matelot. Sujata et Satprem rient. Oui, en tout cas, vous m'avez dit tout d'abord d'introduire X à quelqu'un, et deuxièmement, quand nous étions en haut, d'appeler X. Vous appeliez X pour aider. Ce doit être quelque chose en Occident, ma douce. N'est-ce pas? Chaque être a un rayon d'action.
Évidemment, il y en a qui ont un rayon d'action plus mondial, si je puis dire, mais X, c'est très occidental. Je ne sais pas. Nuit du 5 au 6 avril 1989. J'ai encore pu mesurer concrètement quelque chose. Cette nuit, à un moment, très bref d'ailleurs, ma mère est venue et elle a posé sa tête sur ma poitrine. Et alors, elle entrait en moi, en italique. C'est comme si tout entière, en italique, elle entrait dans mon cœur. C'était très curieux. Dans la vie corporelle, animale, même quand deux êtres ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre, il y a toujours quelque chose qui sépare. Là, dans ce monde-là, vrai pourrait-on dire, rien ne sépare. Pas un atome de peau et d'os. Alors on dirait que cette peau et ces os, cette structure animale, c'est le mensonge même. C'est le quelque chose qui sépare. On pourrait dire qu'il y a une matière hermétique par opposition à une matière ouverte, encore inconnue chez nous. C'est probablement cela que Mère appelait la fausse matière. J'ai juste eu le temps de dire « Oh, ma petite mère !» Comment changer la structure tout en gardant cette structure? Et comment perdre cette structure sans se volatiliser? Apparemment et sensiblement, je suis tout à fait dans un processus de désintégration. Ce que je ne vois pas, c'est la réintégration ou la nouvelle intégration. Point d'exclamation entre parenthèses. Et c'est d'ailleurs inconcevable. À moins que le petit bonhomme de l'autre jour ne se matérialise et prenne ma place. Ce serait charmant. Qu'en penserait Sujata? Je serais peut-être un enfant sage, pour une fois. Nuit du 6-7 avril. Une fois de plus, pour la 100e fois peut-être, ou davantage, je constate que la conscience qui a accès à l'autre côté, entre guillemets, c'est la conscience tout à fait matérielle, celle qui observe et note tous les détails de la matière ici. Cette ligne n'est pas droite, il y a une tache ici, ce mur a une fente, etc. C'est une conscience que les marins ont particulièrement développée parce qu'ils doivent observer des dizaines de choses simultanément et vite. Par exemple, une chose tout à fait banale cette nuit. Je rencontre Pavitra. Je ne sais pas ce qui s'est passé au début. Mais à la fin, il me passe une moque d'eau. C'est ce que les marins utilisent pour vider la cale d'un bateau quand il y a un peu d'eau. Ici, c'était une moque de couleur rouge. C'était pour rafraîchir, entre guillemets, mon corps. Alors je verse cette eau sur mon dos, puis je m'étonne. Tiens, cette moque ne se vide pas. Elle se remplit à mesure qu'elle se vide, comme le tonneau des Danaïdes. Tout à fait le genre d'observation que se fait la conscience matérielle d'ici lorsqu'elle observe les faits d'ici et s'étonne que cela ne corresponde pas au naturel, entre guillemets, d'ici. La conscience mentale, par exemple, n'irait pas dans cet endroit, parce qu'elle n'y verrait rien. Elle voit seulement ses idées et ses plans d'action sur la comète. Elle est très utile à l'homme pour se comprendre lui-même et son destin, mais elle est aveugle dans ce monde-là. C'est la conscience qui s'est formée dans la matière et par la matière. Et naturellement, entre guillemets, c'est la conscience qui devrait se désintégrer le plus vite avec la désintégration de notre matière. Et pourtant, le mental, le vital et l'âme peuvent continuer dans leur propre monde après la désintégration de notre matière, mais ça, point d'interrogation. Et pourtant, c'est ça
qui devrait constituer la prochaine conscience de notre prochaine matière. Je le devine. Une conscience très aiguë et très limpide. Il n'y a aucun désir dans cette conscience et aucune idée, entre guillemets. Elle voit, elle observe et elle agit selon. Comme le marin qui serre sa toile ou laisse filer l'écoute. Mais alors, probablement, elle sera mue par un double supérieur, entre guillemets, et peut-être suprême. Toi, T majuscule. C'est peut-être ce que j'appelle l'âme du corps ou du prochain corps. Cette obstruction désespérante dans mon dos. Quelque chose se détériore et ça se détériore de plus en plus, comme toutes les choses de notre matière, et cela paraît sans issue. Qu'est-ce qui agira là-dessus ? Est-ce que ce type de matière est décidément incapable ? Mais cette âme du corps, entre guillemets, qui souffre et comprend l'autre loi, et adhère de tout son cœur à l'autre loi, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Si son corps s'en va, quoi ? Aller se loger dans un autre corps animal qui opposera les mêmes obstacles, les mêmes obstructions ? Je ne vois pas d'issue, et c'est comme un enfer. Est-ce qu'il y a une issue ? Ce bout de granit noir que m'a donné Sri Aurobindo, c'était du granit compact, comme mon dos. Est-ce que ça va se décompacter ? C'est un peu comme, entre guillemets, la question de toute l'espèce qui se pose dans un seul corps. Si ça ne se résout pas à un endroit en un point, où est-ce que ça se résoudra ? C'est partout pareil. Il y a bien eu des impossibilités, entre guillemets, évolutives, surmontées avant l'apparition et jusqu'à l'apparition de notre espèce, mais dans le cas présent, la difficulté est encore plus grande que toutes les impossibilités précédentes, puisque c'est la nature même de la matière qui doit changer. Jusqu'à présent, nous avons vu que des mutations et permutations au sein d'un même type de matière. L'homme est seulement une complication du protozoaire. Ah, les paroles sont vaines et le corps souffre. Cette manie d'écrire. J'espère toujours que cela simplifiera la tâche d'un autre, mais... 7 avril 1989. Soir. Le corps n'y arrive plus. Cet après-midi, au bout de 35 minutes, j'ai dû abandonner. Que vais-je faire ? Que faire ? Ma douce dit « La matière est prête, homogène », comme dans sa vision du 2-3 mars. Et il est très important que vous soyez le témoin ou un témoin du changement. Parce que je lui demandais s'il fallait continuer à se laisser aplatir jusqu'à ce que le dos devienne irréparable, infirme et adjuvate. Ma douce ajoute « Aussi, comme le divin a besoin d'un tuyau ou d'un entonnoir, il a besoin aussi d'un témoin humain. C'est aussi important. » Nuit du 7-8 avril 1989. C'était si bref, un éclair, que je ne suis pas sûre de bien me souvenir. Mais juste avant de me réveiller, j'ai vu une grosse conduite de faïence blanche, comme il y en a dans les salles de bain, mais plus grosse que je ne connais, environ 25 cm de diamètre peut-être. C'était un coude de la conduite, et par ce coude, un tuyau s'enfonçait sous terre dans une citerne ou une fosse.
et je savais que dans la conduite qui venait d'en haut et passait par ce coude, on, entre guillemets, faisait couler de l'argile, orange pâteuse, semi-liquide, comme sous pression, pour la faire passer dans la fosse ou sous terre. Il me semblait que là, cette argile orange devait se combiner ou se mélanger à quelque chose de blanc ou à une autre sorte d'argile blanche, mais je ne suis pas sûre. Et alors quelqu'un près de moi, me montrant ce coude et cette argile orange qui descendait d'en haut sous pression, me disait, si j'ai bien retenu, « Ça ne fait rien si ça tache un peu le vêtement. » Autant que je comprenne, le vêtement est généralement un symbole du corps. Je ne sais pas trop ce que je dois en penser. Mais depuis quelque temps, je vois des énigmes pas très claires ou explicables, ou diversement explicables. Je suis peut-être ce coude un peu meurtri pour que ça rentre sous terre, entre guillemets.